Jusqu'où ta sœur peut-elle aller? Lorsque ma sœur Anna a perdu son bébé à 8 mois de grossesse, elle a posé sa main sur mon ventre pendant les funérailles et a murmuré « Au moins, l'une de nous pourra être maman ». 3 semaines après la naissance de ma fille, je l'ai retrouvée dans la chambre de Nora, en pleine nuit, en train de l'allaiter. Elle suivait un traitement hormonal depuis mon 3e trimestre pour pouvoir produire du lait. Puis, elle a commencé à appeler ma fille par le prénom de la sienne, Emma, cette petite qu'elle avait perdue, et j'ai découvert qu'elle avait fait une demande d'acte de naissance en se déclarant mère de mon bébé. Anna avait toujours été celle qui veillait sur tout le monde. Après la mort de maman, alors qu'on était encore adolescente, c'est elle qui m'a prise sous son aile, alors qu'elle n'était que de 3 ans mon aînée. Elle me coiffait pour l'école et glissait dans mes déjeuners des petits mots encourageants comme « Tu vas assurer à ton contrôle de maths aujourd'hui ». Alors, quand elle a perdu sa petite fille, la voir s'effondrer, c'était comme si la lumière s'éteignait dans ma vie. J'étais enceinte de 6 mois à cette époque. Aux funérailles d'Emma, Anna a posé ses mains tremblantes sur mon ventre en murmurant la même phrase, et ça m'a brisé le cœur. Mais je pensais que c'était simplement la douleur qui s'exprimait. Son psy parlait de deuil compliqué, ce qui me semblait logique vu la situation. Elle devait me voir prendre du ventre alors qu'elle, au lieu de préparer la chambre de son bébé, devait organiser des obsèques. Quand Nora est née, Anna est arrivée chez nous, la voiture chargée de petits plats à congeler, prête à rendre service. Mon mari, David, trouvait qu'elle s'imposait trop vite, mais je n'arrivais pas à la repousser. Elle en avait besoin et, pour être honnête, nous aussi. Les premières semaines, ça a été formidable. Elle assurait les biberons de nuit avec un dévouement sans faille et tenait à jour un carnet détaillé sur l'application bébé, notant chaque millilitre bu. Même son psy m'a appelé pour me dire à quel point Anna arrivait à transformer sa douleur en aide précieuse pour nous. Maman ne tarissait pas d'éloges sur sa capacité à transformer sa souffrance en amour. Elle achetait tout ce qu'il y avait de mieux pour Nora. Passait des heures à vérifier la sécurité des produits, installait de nouveaux babyphones en répétant « Je veux juste qu'elle soit en sécurité ». Elle confectionnait des albums photos magnifiques pour immortaliser chaque progrès, et tout le monde disait que c'était sûrement thérapeutique pour elle. Mais il y avait des petits signes. Elle s'est mise à appeler Nora notre bébé, puis elle riait en lançant « Il faut tout un village, non ?» Elle connaissait l'emploi du temps de ma fille mieux que moi. Les gens me répétaient que j'avais de la chance d'avoir une aide aussi dévouée. Sur les réseaux sociaux, elle se faisait appeler Maman Ours, mais précisait « juste des trucs de tata fière », accompagnée d'un cœur. David trouvait qu'elle était tout le temps là, mais je la défendais, persuadée qu'elle avait besoin de se sentir utile. Tout a dérapé autour de la 3e semaine. Une nuit, je me suis réveillée à 3 heures, le berceau était vide. J'ai trouvé Anna dans le fauteuil, Nora accrochée à son sein. Elle pleurait et tu avais besoin de dormir, a-t-elle expliqué, comme si c'était naturel qu'elle allaite ma fille. J'étais sidérée. Le lendemain matin, je l'ai surprise à tirer son lait dans notre salle de bain. Elle avait commencé les hormones pendant ma grossesse. Je voyais mon lait maternel vidé dans l'évier tandis que le frigo se remplissait de biberons, tous étiquetés de sa main. J'ai essayé d'aborder le sujet calmement. Elle s'est effondrée en larmes. Je veux juste me sentir mère à nouveau. S'il te plaît, ne m'enlève pas ça. La culpabilité m'a submergée et j'ai laissé couler, jusqu'à ce que je découvre que toutes nos photos de famille avaient été retouchées. Mon visage effacé, remplacé par celui d'Anna. Nora ne s'endormait plus qu'avec son odeur. Elle hurlait si ce n'était pas Anna qui la prenait. Elle avait installé un babyphone dans sa chambre et débranché le mien, m'empêchant de surveiller ma propre fille sans passer par elle. J'ai trouvé sur le comptoir ses dossiers médicaux, où elle expliquait aux médecins souffrir d'un syndrome du bébé fantôme et avoir besoin de créer un lien avec un bébé pour se soigner. Elle avait même changé légalement son prénom en Hélène, presque comme le mien, pour pouvoir prétexter une erreur sur les papiers. Le pire, c'est la fois où je l'ai surprise à appeler Nora Emma, alors qu'elle pensait que je ne l'entendais pas. David a fini par appeler mes parents pour leur demander d'intervenir, mais Anna avait déjà habitué Nora à se tourner vers elle dès qu'elle pleurait. Mes parents ne voyaient rien de grave. Tu vois, elle reconnaît sa nourrice, disait-il. J'ai trouvé des papiers chez le pédiatre où elle s'était inscrite comme mère biologique, sous prétexte d'une erreur de l'administration. Elle me filmait en permanence, montait les vidéos pour me faire passer pour une mère inattentive, mettant en avant son propre dévouement. J'ai fini par découvrir qu'elle glissait ses antipsychotiques dans mon café, ce qui expliquait pourquoi je me sentais vaseuse alors qu'elle semblait toujours en forme. Quand j'ai voulu lui demander de partir, elle a complètement perdu pied. Elle s'est déshabillée, a exhibé une cicatrice de césarienne, qu'elle n'aurait même pas dû avoir, en hurlant « La preuve que c'est ma fille! Tu veux encore me voler mon bébé ?» Elle s'était persuadée que son enfant n'était pas décédé, que je lui avais pris Emma pendant qu'elle était inconsciente. J'ai trouvé des papiers d'adoption où elle s'était déclarée mère biologique et avait imité ma signature pour une pseudo-convention de gestation pour autrui. Elle avait rencontré des avocats pour tenter de récupérer Nora auprès d'une parente qu'elle disait instable. Elle avait même déposé un faux signalement à la protection de l'enfance sous une fausse identité de tante inquiète. Le point de non-retour, c'est quand je l'ai surprise en train de faire un live sur un groupe de mamans, allaitant Nora devant des centaines de spectateurs. Enfin réunie avec ma fille, racontait-elle. En vérifiant ses papiers, j'ai découvert qu'elle avait demandé un nouvel acte de naissance en se déclarant mère. Cette nuit-là, je l'ai surprise en train d'essayer de tatouer ses initiales sur le pied de Nora, avec une aiguille et de l'encre. Comme ça, elle saura toujours qui est sa vraie maman, a-t-elle dit alors que je criais. J'ai attrapé Nora, j'ai filé chez mon avocat en pleine nuit. Quand je suis revenue 2 heures plus tard pour récupérer nos affaires, la maison était vide. Tout ce qui appartenait à Nora avait disparu. Dans le berceau, un mot. Je pars élever ma fille sans qu'on me mette des bâtons dans les roues. Merci de l'avoir portée pour moi. Ma première réaction a été d'aller au commissariat,
mais ils n'ont pas pu lancer d'alerte enlèvement, Anna étant déclarée comme personne de confiance sur plusieurs documents officiels. L'agent ne cessait de consulter les faux papiers qu'elle avait déposés, qui la présentaient comme la mère biologique de Nora. Je suis rentrée chez moi complètement sonnée, les mains tremblantes sur le volant. David tournait en rond dans la chambre vide à mon arrivée. Il avait déjà passé en revue tous les hôtels dans un rayon de 150 km, mais Anna avait tout anticipé. Elle payait tout en liquide depuis des semaines et entreposait du matériel de puériculture dans des garde-meubles dont je n'avais même pas connaissance. Les cartes bancaires qu'elle utilisait étaient toutes à son nouveau nom, Hélène. J'ai commencé par appeler sa psy, mais elle n'a rien pu me dire à cause du secret médical. Malgré tout, la secrétaire m'a appris que Anna avait annulé tous ses rendez-vous la semaine précédente, en expliquant qu'elle voulait un nouveau départ. J'ai eu la nausée en réalisant depuis combien de temps elle préparait tout ça. Mes parents sont arrivés quelques heures plus tard, maman agrippée à ses mouchoirs, papa complètement perdu. Ils ne cessèrent de demander comment on avait pu ne rien voir venir, comment on avait pu passer à côté des signes. Maman a reconnu qu'Anna s'était renseignée sur les lois concernant la garde des enfants et les droits des grands-parents, mais elle avait mis ça sur le compte de la tristesse. Papa se rappelait vaguement qu'Anna avait parlé d'un site de location de cabanes, mais il ne savait plus lequel. J'ai fouillé l'ancienne chambre d'Anna de fond en comble à la recherche du moindre indice. Sous son matelas, j'ai trouvé des impressions de blogs de mère qui parlèrent de la reconstruction après un deuil. Elle avait surligné des passages qui faisaient l'éloge des petites villes pour élever des enfants loin de familles toxiques. Il y avait aussi des annonces d'appartements entourés dans 3 états différents. La sœur de David, Tiffany, est arrivée avec son ordinateur portable. Elle s'y connaît en informatique et a commencé à fouiller les réseaux sociaux pour essayer de retrouver la trace de la nouvelle identité d'Anna. On est tombé sur la rediffusion d'un live d'un groupe de mamans, mais Anna avait pris soin de ne rien montrer de reconnaissable dans le décor. Tiffany a quand même remarqué que les rideaux à l'arrière-plan ressemblaient à ceux des motels bon marché. J'ai appelé tous les pédiatres accessibles en voiture pour les prévenir au sujet de dossiers médicaux potentiellement falsifiés. La plupart n'ont rien pu dire, mais une secrétaire m'a glissé qu'une femme correspondant à la description d'Anna avait appelé pour faire transférer le dossier d'un bébé appelé Emma. Elle voulait savoir quel cabinet n'exigeait pas de documents médicaux antérieurs. L'application pour suivre le bébé montrait encore les dernières entrées d'Anna. Jusqu'à il y a 3 heures, elle notait de manière presque obsessionnelle les tétés et les changes. Puis tout s'est arrêté d'un coup. David a remarqué qu'elle avait petit à petit décalé les rythmes de Nora, la faisant manger et dormir à des horaires différents des nôtres, comme si elle l'habituait à une nouvelle routine. Tiffany a aussi retrouvé l'annonce de la voiture d'Anna en vente sur Internet, avec rendez-vous prévu le lendemain. L'acheteur habitait à 2 états d'ici et avait déjà versé un acompte. Quand on l'a joint, il nous a dit que la vendeuse semblait très pressée d'avoir du liquide et avait proposé de livrer la voiture elle-même. Il nous a donné le lieu de rendez-vous, une aire de repos sur l'autoroute. En passant au peigne fin au relevé bancaire, j'ai découvert qu'Anna retirait de petites sommes depuis des mois, toujours juste en dessous du seuil d'alerte. Elle achetait aussi des téléphones prépayés et recevait des colis dans une boîte postale dont je n'avais jamais entendu parler. La poste m'a d'ailleurs dit que cette boîte avait été fermée la veille, avec réexpédition vers une autre ville. Maman s'est souvenue qu'Anna avait demandé notre historique médical familial le mois dernier, notamment sur les maladies héréditaires, soi-disant pour sa thérapeute. Je comprends maintenant qu'elle montait un dossier médical complet pour se faire passer pour la mère biologique de Nora auprès de nouveaux médecins. David a retrouvé son ordinateur portable caché dans le garage. La plupart des fichiers avaient été effacés, mais Tiffany a pu récupérer des morceaux, prouvant qu'Anna s'était documentée sur les accouchements à domicile et les sages-femmes qui travaillaient hors des circuits habituels. Elle avait mis en favori des articles sur des femmes ayant réussi à disparaître pour fuir des proches qu'elles accusèrent de maltraitance. Petit à petit, elle fabriquait un récit où j'étais la personne toxique. L'avocat spécialisé en adoption qu'Anna avait consulté a fini par rappeler. Il a expliqué qu'elle lui avait présenté un dossier solide, affirmant avoir été forcée d'abandonner son bébé. Elle lui avait montré des vidéos et des enregistrements soigneusement montés pour faire croire que j'avais profité d'une femme en deuil. Il lui avait conseillé de rassembler encore plus de preuves avant d'aller plus loin, ce qui explique toutes les caméras cachées qu'on a retrouvées. Sur les forums de maman, j'ai découvert qu'Anna était active sous sa nouvelle identité. Depuis des semaines, elle racontait partout ses retrouvailles avec sa fille, après que des membres de sa famille avaient tenté de la lui enlever. Tous les commentaires la poussaient à tout tenter pour récupérer son bébé. Je me demande pourquoi tout le monde banalise des comportements aussi inquiétants. Appeler Nora, notre bébé, et s'installer quasiment chez nous, ce n'est pas seulement du chagrin. Toute cette histoire d'allaitement rend les choses encore plus incompréhensibles. Combien de temps faut-il avant que ça marche? D'ailleurs, elle avait réussi à monter tout un réseau de personnes convaincues par sa version. Tiffany a découvert qu'Anna avait passé des entretiens pour des postes de nounou dans plusieurs villes. Elle utilisait notre adresse comme référence et interceptait les appels quand on n'était pas là. Une famille a expliqué qu'elle avait semblé idéale, mais qu'elle avait brusquement retiré sa candidature la semaine précédente, prétextant une urgence familiale. Ils ont ajouté qu'elle s'était beaucoup renseignée sur la discrétion du quartier. La société de garde-meubles a rappelé David. 3 box étaient louées sous différentes variantes du prénom Hélène, tous réglés pour 6 mois à l'avance. Les images de vidéosurveillance montraient Anna déposant des affaires de bébé depuis environ 1 mois. Le responsable a refusé de nous laisser entrer sans mandat, mais il a glissé qu'un box était équipé d'un contrôle de température, laissant entendre qu'Anna y stockait du lait maternisé et du lait tiré. Je me suis souvenu qu'Anna nous avait emprunté nos cartes mémoire photo pour faire des albums. En vérifiant l'ordinateur, j'ai découvert qu'elle avait copié des milliers de clichés, mais soigneusement supprimé toutes celles où l'on me voyait avec Nora. Petit à petit, elle se fabriquait un passé numérique où elle occupait tout l'espace, me reléguant à l'arrière-plan, voire à l'invisibilité. Les dates aussi avaient été modifiées pour servir son récit.
Ma meilleure amie de la fac m'a appelée. Elle avait croisé Anna dans une station-service à des heures d'ici, en train d'acheter des couches et du lait pour bébé. Anna portait une perruque et de grosses lunettes de soleil, mais mon amie a reconnu sa démarche. Elle a tenté de l'aborder, mais Anna s'est précipitée vers une voiture inconnue, à la plaque tellement sale qu'on n'y distinguait rien. De son côté, David a contacté toutes les agences de location du coin. L'une d'elles a fini par avouer qu'une femme correspondant à la description d'Anna avait loué une berline avec la carte d'identité d'Hélène, réglant en liquide pour 1 mois, kilométrage illimité et exigeant la désactivation du GPS pour raison de confidentialité. Impossible de retrouver la trace du véhicule. J'ai retrouvé l'agenda d'Anna caché à la cave. Elle y consignait chaque interaction avec Nora, mais toujours du point de vue maternel, appelant Nora Emma et racontant la reconstruction après le traumatisme d'un enlèvement inexistant. Le délire était total, avec une précision glaçante, jusqu'à l'inscription d'étapes de développement correspondant à la grossesse qu'elle avait perdue. Tiffany, elle, a réussi à retrouver l'historique de navigation d'Anna dans des fichiers en cache. Elle cherchait des renseignements sur les droits des squatteurs et des locataires dans plusieurs États, sur le délai avant que la police ne classe une disparition, ou sur la façon d'inscrire un enfant à l'école sans dossier préalable. Anna préparait sa disparition dans les moindres détails. La société de Tirley possédait l'adresse d'Anna pour la garantie. Sur place, nous n'avons trouvé qu'un service de réexpédition de courrier qui renvoyait vers un autre du même genre. Tout était fait pour brouiller les pistes. L'employé a précisé qu'Anna se montrait extrêmement préoccupée par sa vie privée, payant même un supplément pour garder l'anonymat. J'ai appelé son ancienne coloc de fac, qui m'a appris qu'Anna lui avait demandé le mois dernier d'emprunter le camping-car de sa cousine pour un week-end. La cousine habite à 3 États d'ici et n'a plus eu de nouvelles depuis le départ d'Anna. Elle a décrit le camping-car comme vieux, mais fiable, parfait pour disparaître. Elle avait trouvé étrange qu'Anna paie 3 fois le prix demandé, en liquide. Le frère de David, Robert, détective privé, s'est mis à activer son réseau. Il a découvert qu'Anna avait fréquenté des forums louches pour trouver de fausses pièces d'identité, des informations sur la falsification d'actes de naissance et l'établissement rapide de résidence dans d'autres États. Elle avait tout appris pour s'effacer totalement. Les livraisons de couches à notre domicile s'étaient arrêtées, mais de nouvelles commandes étaient expédiées à différents casiers Amazon au nom d'Hélène. La trajectoire montrait une avancée régulière vers l'ouest, des provisions récupérées tous les quelques centaines de kilomètres, sans jamais s'attarder 2 fois au même endroit. En fouillant dans les affaires de Nora, j'ai compris qu'Anna remplaçait progressivement ses vêtements par des modèles plus grands, mais identiques, achetés dans différents magasins, dans plusieurs États, sur plusieurs semaines. Tout était pensé pour anticiper la croissance de Nora durant leur cavale. Ma mère a appelé une ancienne amie d'Anna, employée de banque, qui a discrètement confirmé la fermeture de plusieurs comptes et des retraits massifs en liquide, juste en dessous du montant qui alerterait les autorités. Anna avait parlé de tout recommencer après un traumatisme. Le personnel bancaire, ému, ne s'était douté de rien. Tiffany a aussi découvert que Anna postait sur un forum dédié aux mères coupées de familles toxiques, partageant nos photos retouchées en guise de preuve de négligence et recevant le soutien d'autres membres, dont certaines lui proposaient même de l'héberger si elle devait fuir. Anna les remerciait, mais affirmait avoir déjà un plan sûr. La pédiatre qui suivait sa grossesse imaginaire nous a rappelé. Elle disait qu'Anna avait été terriblement convaincante, exposant tous les symptômes d'une dépression postpartum, à tel point qu'elle lui avait prescrit un traitement qu'Anna assurait efficace pour se retrouver elle-même. La médecin, navrée, se sentait profondément coupable d'avoir été trompée. Je me suis alors rappelé le box de stockage d'Anna dans sa vieille salle de sport. À l'intérieur, nous avons découvert un sac d'urgence avec du liquide, des téléphones prépayés, des doubles de papiers officiels et des reçus pour du matériel de puériculture envoyé en poste restante dans de petites villes, situées le long des grands axes. Elle avait mis en place toute une logistique pour sa fuite. David a remarqué qu'il manquait nos doubles de clés de voiture et la télécommande du garage qu'Anna avait emprunté bien plus tôt. Elle avait accumulé des accès à nos vies tout en préparant la sienne ailleurs. La maison, peu à peu, révélait l'ampleur de sa trahison dans chaque pièce. À la tombée du jour, je me suis assise dans la chambre désormais vide de Nora, serrant contre moi la seule peluche qu'Anna avait laissée. L'ours acheté pour Emma, celui qu'elle tenait serré lors des funérailles. Une note manuscrite d'Anna y était épinglée. Elle a toujours été destinée à être à moi. Je ne fais que reprendre ce que Dieu avait prévu. J'ai serré l'ours un peu plus fort, envahi par l'épuisement. David m'a trouvé là, 1 heure plus tard, toujours agrippé à la peluche d'Emma, les joues trempées de larmes. Il m'a aidé à me relever, et nous avons titubé jusqu'à notre chambre, incapables de fermer l'œil. Au petit matin, une nouvelle détermination s'est imposée. Tiffany est arrivée tôt, apportant des impressions des messages d'Anna sur les forums. Elle avait minutieusement reconstitué une chronologie qui montrait à quel point les messages d'Anna devenaient chaque semaine plus délirants. Les autres mères de son groupe de soutien ne faisaient qu'aggraver la situation, confortant Anna dans son idée folle que je lui avais volé son bébé. L'une d'elles était même allée jusqu'à lui proposer une cabane dans le Montana. Je me suis rendue à l'aire de repos, où Anna était censée rencontrer l'acheteur de sa voiture, avec David juste derrière moi en camion, pendant que Tiffany surveillait les activités d'Anna sur Internet depuis chez nous. On a patienté 4 heures, en vain. Anna n'est jamais apparue. L'acheteur, excédé, a fini par appeler. Selon lui, la vendeuse avait envoyé un message disant qu'elle avait eu un souci avec sa voiture et qu'elle reportait la vente au week-end suivant. De retour à la maison, j'ai trouvé un colis déposé devant la porte, sans nom d'expéditeur. Dedans, une photo de Nora assoupie dans un lit à barreaux inconnu, entourée de petits cœurs dessinés à la main, et un mot griffonné au dos. En sécurité avec maman maintenant. J'avais les mains qui tremblaient en observant chaque détail de la photo, cherchant désespérément un indice. Le papier peint ne disait rien, sans doute encore un autre motel anonyme. Maman m'a appelé en larmes. Anna venait de la contacter pour lui dire que j'avais maltraité Nora et qu'elle l'avait sauvée.
D'abord, elle n'a pas voulu y croire, mais Anna lui a envoyé des vidéos habilement montées pour donner l'impression que j'étais brutale avec Nora lors d'échanges. Maman ne savait plus quoi penser et voulait comprendre ma version des faits. J'ai passé 2 heures à lui montrer les vidéos originales sur mon téléphone, prouvant la manipulation d'Anna. Papa semblait bouleversé en réalisant l'ampleur de la préméditation. Il se rappelait nous avoir appris à utiliser un logiciel de montage pour un exposé scolaire des années auparavant. Anna avait tout retenu. Le mari de Tiffany, informaticien, nous a proposé son aide pour remonter la trace numérique d'Anna. Il a découvert qu'elle utilisait des réseaux Wi-Fi publics, dans des bibliothèques ou des cafés, pour poster sur Internet. Les adresses IP révélaient un itinéraire vers le nord-ouest. Elle se montrait prudente, mais pas suffisamment. On tenait enfin une piste. David voulait poser des jours pour partir à leur recherche, mais je m'inquiétais pour nos finances. On avait déjà englouti des centaines d'euros en essence et en nuits d'hôtel sur de fausses pistes. Son patron se montrait compréhensif, mais la patience ne durerait pas éternellement. Il fallait retrouver Nora avant d'être à court de moyens. L'administratrice du groupe de maman a fini par nous contacter après que Tiffany lui a signalé les messages inquiétants d'Anna. Horrifiée, elle s'est rendue compte qu'elle avait, sans le vouloir, encouragé un enlèvement. Elle nous a transmis les messages privés dans lesquels Anna parlait de détails précis sur sa localisation. Anna disait avoir vu un château d'eau en forme de cafetière. Tiffany l'a retrouvé sur la carte dans une petite ville à 6 heures de route. On a fait nos valises sans perdre une minute. Robert nous a rejoints là-bas, porteur de nouveaux indices. Grâce à ses contacts, il avait appris qu'une femme correspondant à la description d'Anna avait été vue dans une laverie automatique, lavant des affaires de bébé tout en parlant seule, appelant le bébé Emma. Le propriétaire s'en souvenait. Elle avait payé en pièces et semblait obsédée par les caméras de surveillance. Tout menait à un motel de la périphérie, où les chambres se louaient à la semaine. J'avais le cœur qui battait à tout rompre en scrutant les fenêtres, espérant le moindre signe de la présence d'un bébé. David a repéré des boîtes de lait infantiles derrière un rideau de la chambre 12. On y était. J'ai voulu faire irruption tout de suite, mais Robert a préféré qu'on reste prudent. Anna était instable. Elle pouvait s'enfuir avec Nora à la moindre alerte. Il fallait ruser. Tiffany s'est chargée de frapper à la porte sous prétexte de livrer des serviettes, tandis que David et moi nous tenions près de la sortie de secours. Robert surveillait la voiture de location d'Anna. Quand Tiffany a frappé, la porte s'est entrouverte. J'ai reconnu la voix d'Anna, méfiante et plus aiguë qu'à l'accoutumée. Tiffany est restée imperturbable, parlant calmement de serviettes propres. Anna a refusé, mais Tiffany a eu le temps d'apercevoir Nora, installée dans un lit parapluie, vêtue de vêtements inconnus. Anna avait même foncé les quelques cheveux de Nora. Anna a dû sentir le piège, car elle a aussitôt claqué la porte. Sa dérive, de sœur en deuil à fugitive désespérée, ressemblait à une intrigue de film d'espionnage mal digérée. Garde-meubles, service de réexpédition, jusqu'à de la teinture pour bébé, tout y passait. On a entendu des bruits précipités à l'intérieur. David s'est précipité à la fenêtre pendant qu'Anna tentait d'attraper Nora et son sac en même temps. Je frappais à la porte en criant qu'on me rende mon enfant. Anna s'est figée en entendant ma voix, puis son visage s'est tordu de rage. Elle a ouvert la porte d'un geste brusque, serrant Nora contre elle, les yeux hagards, perdus, le visage amaigri, les cheveux gras. Elle n'avait plus rien de la sœur qui me tressait les cheveux autrefois. Plus j'avançais, plus elle se reculait, agrippant Nora férocement. Robert est alors apparu derrière elle, bloquant toute fuite par l'arrière. Anna s'est retournée, comprenant qu'elle était prise au piège. Elle a collé son visage contre la tête de Nora, murmurant frénétiquement. J'entendais distinctement, elle appelait Nora Emma, promettant qu'elles resteraient ensemble pour toujours. Mon bébé s'est mis à pleurer, crispé par la tension. David avançait doucement, essayant de la raisonner d'une voix posée, soulignant qu'elle avait besoin d'aide. Anna s'est mise à rire d'un rire brisé qui m'a glacé le sang. Pour elle, c'était nous les coupables, nous qui lui avions volé son bébé, nous qui l'avions manipulé depuis des mois. Elle était totalement en dehors de la réalité. Pendant ce temps, Tiffany avait appelé maman et l'avait passée en haut-parleur, espérant que sa voix atteigne Anna à travers sa folie. Maman suppliait sa fille de se souvenir de qui elle était, de la sœur qu'elle avait été. Le visage d'Anna s'est effondré, mais elle ne lâchait pas Nora. 3 heures durant, nous sommes restés dans cette chambre de motel, dans une impasse infernale. Anna refusait obstinément de lâcher Nora, mais elle ne pouvait pas non plus s'enfuir. Elle parlait sans relâche de sa grossesse, décrivait les coups d'Emma, la chambre qu'elle avait décorée, réécrivant l'histoire dans sa tête jusqu'à effacer la perte. Au bout du compte, l'épuisement a fini par l'emporter. Les jambes de Anna ont flanché et elle s'est effondrée sur le lit, serrant toujours Nora contre elle. Je me suis approchée lentement, sans la quitter des yeux. Son étreinte s'était relâchée. À mesure que je m'avançais, j'ai pu reprendre doucement ma fille dans mes bras, sans que Anna ne réagisse. Elle regardait simplement ses mains vides, comme absente. David nous a raccompagnés, Nora et moi, pendant que Tiffany restait auprès de Anna. Robert a aussitôt joint la thérapeute de Anna, qui a accepté de la recevoir en urgence. Mes parents devaient la ramener en espérant qu'un retour à la maison lui ferait du bien. Je culpabilisais de la laisser, mais Nora avait plus que jamais besoin d'un environnement stable et rassurant. À la maison, j'ai minutieusement examiné chaque centimètre de ma fille. Anna s'était bien occupée d'elle. Elle était propre, nourrie, en parfaite santé, mais son odeur avait changé. Elle portait désormais le parfum de Anna à la place du mien. Nora se tortillait dans mes bras, cherchant instinctivement l'odeur de Anna. Ma propre fille avait été habituée à préférer sa ravisseuse. Le pédiatre nous a rassurés sur l'état de santé de Nora, tout en soulignant à quel point elle semblait déboussolée. Il faudrait du temps pour retrouver une routine apaisante. Il nous a conseillé de maintenir une atmosphère calme et régulière. J'ai tout jeté de ce qui avait appartenu à Anna, espérant ainsi effacer toute trace d'elle dans notre foyer. David a posé de nouvelles serrures et un système d'alarme. Au moindre bruit, j'accourais vérifier que Nora allait bien. J'ai fini par installer son lit dans notre chambre, incapable de la perdre de vue. David comprenait mes angoisses, mais s'inquiétait de mon état de vigilance permanent. Nous étions tous les deux profondément marqués, chacun à notre façon.
La thérapeute de Anna nous a donné des nouvelles. Elle était désormais dans un centre spécialisé pour la psychose postpartum et le deuil. Elle restait persuadée que Nora était Emma, même si elle commençait à reconnaître qu'elle avait besoin d'aide. Les médicaments calmaient ses délires, mais la guérison serait longue. Maman lui rendait visite chaque jour, déchirée entre ses deux filles. Elle nous rapportait des photos de Anna à l'hôpital, le regard perdu, fatiguée par les traitements. J'éprouvais à la fois de la colère et une immense pitié. Ce n'était plus la sœur qui m'avait élevée, qui avait été mon pilier. Faire le deuil de cette relation a été plus douloureux que je ne l'aurais cru. Tiffany m'a beaucoup aidé à retrouver un semblant de quotidien, et c'est elle qui a découvert que Anna avait ouvert des comptes sur les réseaux sociaux au nom d'Emma, publiant des centaines de photos de Nora. Chaque légende détaillait des étapes, des souvenirs maternels inventés par Anna. Lire ces récits me retournait l'estomac, mais il fallait prendre la mesure de sa rupture avec la réalité. Les mamans du groupe m'ont contacté pour s'excuser. Elles pensaient sincèrement soutenir une mère privée de son enfant. Anna avait été si précise, si convaincante. Elle avait même posté le premier sourire, le premier éclat de rire d'Emma, fabriquant de toutes pièces des souvenirs pour un bébé qui n'avait jamais existé. David, de son côté, était tenté par l'idée d'un nouveau drame. Il a installé des caméras dans toutes les pièces, les surveillait sans cesse depuis son travail, et interrogeait chaque visiteur, même la famille. La confiance était brisée. Nous avons commencé une thérapie de couple pour tenter de surmonter ensemble ce traumatisme. 3 semaines se sont écoulées dans une sorte de paix sous tension. Puis tout a basculé. Anna s'est échappée de l'établissement. Elle avait réussi à convaincre un agent qu'elle était là de son plein gré et avait profité d'un changement d'équipe pour partir. La police nous a dit qu'en l'absence de plainte, leurs moyens d'action étaient limités. Anna représentait un danger pour elle-même, mais elle n'avait techniquement commis aucun crime prouvable. Cette fois, c'était personnel. Je connaissais ses habitudes, sa façon de penser. Elle chercherait à retrouver Nora, persuadée d'agir pour le bien de sa fille. J'ai préparé des sacs d'urgence, gardé Nora près de moi en permanence, et David a posé un congé parental. Il n'était pas question d'être pris au dépourvu une seconde fois. Tiffany surveillait les forums en ligne. Anna avait déjà créé de nouveaux comptes, mais son style était reconnaissable. Elle écrivait sur des établissements corrompus, des complots familiaux. Cette fois, les autres mères étaient inquiètes, discernant une véritable paranoïa. Plusieurs ont signalé ces messages au modérateur. Maman a reçu une lettre sans expéditeur, 10 pages manuscrites, le récit délirant de Anna sur la grossesse, l'accouchement, un prétendu complot pour lui enlever Emma. Elle suppliait maman de la croire et de l'aider à récupérer son enfant. Maman a fondu en larmes en lisant ces mots insensés. Robert a fini par retrouver la trace de Anna dans un foyer pour femmes à plusieurs états de là. Elle y avait donné un faux nom et inventé une histoire de fuite face à un compagnon violent. Quand ils ont compris la vérité, elle s'était déjà volatilisée. Elle avait retenu la leçon de notre dernière confrontation et restait cette fois en mouvement. Je me surprenais à vérifier sans cesse que Nora allait bien, traquant le moindre indice d'un passage de Anna. Un simple jouet déplacé suffisait à me faire paniquer. David a installé des détecteurs de mouvement qui nous envoyaient des alertes en direct sur nos téléphones. Nous vivions enfermés dans la prison que nous nous étions créée, mais nous n'avions pas le choix. Le déclic est venu d'un coup de fil inattendu. L'ancienne colocataire de fac de Anna nous a contactés, car Anna lui avait demandé de l'argent. Méfiante, elle avait enregistré l'appel. La voix de Anna était fébrile. Elle parlait d'avocats et de bataille pour la garde sortie de nulle part. Elle avait mentionné loger chez une amie rencontrée au groupe de soutien au deuil. Tiffany a recoupé les membres du groupe avec les derniers déplacements connus de Anna. Un nom est ressorti. Une femme ayant perdu des jumeaux, vivant seule, et qui avait encouragé les délires de Anna dès le début. Elle habitait à 4 heures de route. Cette fois, nous avons sollicité l'équipe médicale de Anna. Son psychiatre a accepté de venir, pensant qu'une intervention soignante serait plus appropriée qu'une confrontation familiale. 2 infirmiers l'accompagnaient, au cas où une hospitalisation immédiate s'avérerait nécessaire. Nous avons mis au point un plan minutieux. La maison était petite, isolée. Par la fenêtre, on a aperçu Anna assise par terre, jouant avec des jouets pour bébé. Aucun signe de Nora. Elle n'avait pas pu la retrouver. Anna vivait sa fantaisie seule, parlant à un bébé imaginaire. Cette vision m'a bouleversée malgré tout. Le psychiatre s'est avancé le premier, pendant que nous attendions dans les voitures. Anna a ouvert la porte, l'air décoiffé mais calme. Elle l'a reconnue et au début, s'est montrée réceptive. Mais en apercevant nos véhicules, elle a tout de suite changé d'attitude. Elle a tenté de refermer la porte, mais le psychiatre lui a parlé, sans se démonter. Il a passé 1 heure à essayer de la ramener à la réalité, sans succès. Anna répétait inlassablement qu'Emma était en train de faire la sieste à l'étage. Elle détaillait des horaires de repas et de sommeil pour un bébé qui n'existait pas. L'ami qui l'hébergeait nous observait depuis la cuisine, comprenant peu à peu qu'elle avait laissé s'installer une situation dramatique. Finalement, Anna a consenti à montrer la chambre d'Emma au médecin. On découvrait alors une chambre de bébé parfaitement aménagée, avec tout, sauf l'enfant. Elle avait reproduit à l'identique la pièce qu'elle avait tant fantasmée des mois auparavant, jusqu'au moindre détail. Les bras plongés dans le vide du berceau, elle berçait l'absence, murmurant des mots doux à personne. Le psychiatre l'a doucement accompagnée vers l'acceptation. Privée de la présence physique de Nora, le délire d'Anna a commencé à se fissurer. Elle a contemplé le berceau vide, puis ses bras, l'air complètement perdu. Pendant un court instant, la réalité lui a traversé le regard, avant qu'elle ne s'écroule, hurlant la disparition de sa fille, la vraie, celle qu'elle avait perdue. Les infirmiers l'ont soutenue pour l'installer dans le véhicule sanitaire. Cette fois, elle ne s'est pas débattue, trop épuisée pour résister. À travers la vitre, j'ai croisé le visage de ma sœur, minuscule et brisée, enfin en deuil du bébé qu'elle avait réellement perdu, et non de celui qu'elle avait voulu nous prendre. De retour à la maison, une étrange normalité régnait. Nora était en sécurité, mais notre famille brisée. Au fil des semaines, David a peu à peu levé les dispositifs de sécurité, le temps passant sans incident. J'ai recommencé à laisser Nora chez maman pour de courtes périodes, réapprenant à faire confiance. L'hypervigilance s'estompa peu à peu. Le traitement d'Anna avançait lentement,
Le psychiatre expliquait que la forcer à affronter sa vraie douleur était difficile, mais indispensable. Pour se protéger de la mort d'Emma, elle avait bâti tout un monde, un univers délirant. Désormais, elle devait accepter la perte de sa fille et celle du lien avec sa sœur, qu'elle avait brisé. Il y avait des jours où tout lui revenait en mémoire, et elle en était tétanisée d'horreur. D'autres où le délire reprenait le dessus. J'écrivais des lettres à Anna sans jamais les envoyer, tentative maladroite de mettre de l'ordre dans mes sentiments contradictoires. La colère contre tout ce qu'elle nous avait infligé, le deuil de la sœur que je connaissais, la culpabilité d'avoir ce qu'elle n'aurait jamais, la peur qu'elle ne s'en remette jamais tout à fait, et l'amour, malgré tout. La thérapeute disait que ces paradoxes étaient normaux. Maman souffrait plus que tous les autres. Elle avait déjà perdu une fille il y a des années, et aujourd'hui, elle en perdait une deuxième, happée par la maladie. Pourtant, elle allait voir Anna chaque semaine, revenant avec de maigres nouvelles de progrès. Anna commençait à accepter que Nora n'était pas Emma, même si la confusion persistait parfois. De cette épreuve, David et moi sommes ressortis plus soudés. Nous avions traversé l'impensable, ensemble. Il s'est enfin décidé à arrêter de vérifier les caméras à chaque instant. Qu'est-ce qui pousse une femme à fabriquer une chambre de bébé fictive et à bercer un berceau vide en parlant au néant? L'esprit d'Anna était allé jusqu'à inventer de faux souvenirs, à berner des groupes de soutien au deuil avec des histoires sur le prétendu premier sourire d'Emma, alors qu'Emma n'avait jamais vécu assez longtemps pour sourire. Je ne sursautais plus au moindre bruit. Nora avait retrouvé sa routine, sans jamais réclamer l'odeur d'Anna. Notre guérison était en marche. 6 mois plus tard, Anna était assez stable pour des visites encadrées. La première s'est déroulée dans la salle familiale de l'établissement sous l'œil de son équipe soignante. Elle avait retrouvé son allure, propre sur elle, l'air reposé, le regard clair. Elle nous a longuement présenté ses excuses, bouleversée par ce qu'elle avait fait. Elle a demandé à prendre Nora dans ses bras. J'ai hésité, tous mes instincts hurlaient de refuser. Mais le psychiatre nous a assuré qu'Anna évoluait bien et distinguait la réalité. David m'a serré la main pendant que je déposais Nora dans les bras de ma sœur. Cette fois-ci, elle a tenu ma fille comme une tante, non comme une mère en proie à ses délires. Anna a contemplé le visage de Nora, partagé entre émerveillement et tristesse. Elle lui a murmuré des excuses, à nous aussi, à Emma. Pour la première fois depuis des mois, elle a parlé de sa véritable fille, admettant enfin la mort qu'elle avait refusé de voir. Les larmes coulèrent sur ses joues quand elle m'a rendu Nora. Au bout de 20 minutes, la visite s'est achevée. Le médecin d'Anna nous a averti qu'il faudrait encore de longs mois avant d'envisager la moindre rencontre sans surveillance. Je suis rentrée le cœur vide, essayant d'intégrer cette étrange normalité de voir Anna tenir Nora sans perdre pied. David m'observait, cherchant à déchiffrer ce que je ressentais. Ce soir-là, Tiffany a découvert qu'Anna possédait une adresse mail de secours que nous avions manquée. Dans la boîte, des échanges avec une certaine Margaret, qui dirigeait un réseau clandestin destiné aux mères, cherchant à échapper à des jugements de garde qu'elles estimaient injustes. Même hospitalisée, Anna entretenait des liens avec ce groupe, même si ses derniers messages étaient de plus en plus décousus. J'ai transmis l'ensemble à l'équipe médicale d'Anna. Son psychiatre m'a remercié, tout en me prévenant que la guérison d'Anna serait longue et semée d'embûches. Son délire s'enracinait si profondément dans son chagrin. Certains jours, elle demeurait totalement lucide. D'autres, elle se remettait à croire que Nora était Emma. David a finalement repris le travail sans grande envie, son patron ayant été patient, mais les urgences s'accumulant. Je restais à la maison avec Nora, démontant peu à peu la forteresse que nous avions bâtie. D'abord les détecteurs de mouvement, puis quelques caméras. À chaque retrait, j'avais l'impression de reprendre possession de notre vie. Maman continuait de nous apporter des courses et restait prendre un café. Elle était exténuée par ses allers-retours hebdomadaires à l'établissement. Elle nous racontait les séances d'art-thérapie où Anna dessinait inlassablement des bébés tous identiques. La thérapeute y voyait une façon d'apprivoiser le deuil, mais maman trouvait ses dessins glaçants. 2 semaines plus tard, la colocataire d'Anna à l'établissement m'a appelée. Anna se remettait à parler de récupérer son bébé. L'équipe a durci la surveillance, mais sa colocataire voulait surtout nous alerter. J'ai aussitôt réinstallé la caméra à la porte d'entrée et rendu l'emploi du temps de Nora imprévisible. Le mari de Tiffany a renforcé notre sécurité informatique après avoir découvert qu'Anna avait tenté d'accéder à notre cloud depuis l'ordinateur de l'établissement, cherchant à télécharger des photos de Nora. Elle a vu son accès à l'informatique restreint, preuve que son obsession ne s'était pas éteinte malgré le traitement. Robert prenait régulièrement de nos nouvelles, prêt à mener sa petite enquête au moindre doute. Il gardait un œil sur les anciens contacts d'Anna. La plupart s'étaient éloignés après avoir appris la vérité, mais certains continuaient à croire ce qu'elle leur racontait. Il surveillait leurs échanges pour anticiper toute tentative de soutien. Le pédiatre a remarqué que Nora sursautait exagérément, pleurant pour un rien dès qu'un bruit éclatait, bien plus qu'un bébé de son âge ne l'aurait fait. Il nous a expliqué que même les nourrissons peuvent être marqués par des traumatismes, et a conseillé de mettre en place des routines rassurantes. Je culpabilisais de ce que notre fille avait enduré, alors qu'elle n'en garderait aucun souvenir. Un soir, David m'a trouvé en larmes devant l'album de naissance de Nora. Sur tant de photos, on voyait Anna. Impossible pour moi de m'en débarrasser, mais croiser son visage me tordait le cœur. David a suggéré qu'on commence un nouvel album, tourné vers l'avenir, tandis que l'ancien rejoignait le grenier. La thérapeute de Anna a proposé une séance familiale. J'ai d'abord refusé, mais maman a réussi à me convaincre que cela pourrait aider Anna à se reconstruire. David, lui, a refusé d'y assister. Trop blessé encore. Je comprenais, mais j'avais besoin d'essayer. La séance a été fixée pour le mois suivant. Tiffany a découvert qu'Anna échangeait avec son ancien groupe de soutien au deuil en utilisant le téléphone d'une autre patiente. Elle leur avait raconté qu'elle était hospitalisée parce qu'elle aimait trop sa fille. L'animatrice du groupe l'a bloquée après que Tiffany ait expliqué la situation. Mais le mal était fait, plusieurs membres ayant proposé de l'aider. De mon côté, j'ai commencé une thérapie. La psychologue, spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'a aidé à mettre de l'ordre dans ce que je ressentais, entre le deuil de la sœur qui me tressait les cheveux et la peur de la femme qu'elle était devenue.
La thérapeute m'a assuré que ces deux sentiments étaient parfaitement légitimes. Maman m'a raconté qu'Anna avait commencé à travailler à la bibliothèque de l'établissement. Cela faisait partie de son protocole de soins pour instaurer une routine et des responsabilités. Elle semblait fiable depuis 3 semaines, même si le personnel restait vigilant dès qu'il s'agissait de documents traitant de la petite enfance ou de la parentalité. Un matin, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres, sans timbre. En l'ouvrant, mes mains tremblaient. C'était l'écriture de Anna, mais plus nette, marquée par le remords. Elle reconnaissait avoir enlevé Nora et disait comprendre la gravité de son geste. Elle expliquait que le traitement l'aidait à voir les choses en face. Elle suppliait qu'on lui pardonne un jour. David l'a lu d'un œil méfiant, persuadé qu'il s'agissait peut-être d'une manipulation, que Anna écrivait ce que les soignants voulaient entendre. J'étais perdue. L'écriture était plus assurée, les propos mieux structurés, mais après tout ce qui s'était passé, difficile de retrouver la confiance. Tiffany a enquêté sur le traitement d'Anna. L'antipsychotique semblait efficace contre la psychose postpartum, mais nécessitait une régularité sans faille. Oublier une prise pouvait tout faire basculer. Elle a imprimé des informations sur les signes d'alerte pour que nous sachions réagir à temps. À l'approche de la séance familiale, l'angoisse montait. J'ai préparé des notes sur les limites à poser, sur ce que nous attendions. La thérapeute m'a expliqué qu'Anna travaillait sur sa responsabilité, mais m'a prévenue. Il ne fallait pas espérer de miracle. La guérison d'une psychose n'est jamais un long fleuve tranquille. David m'a conduite à l'établissement, mais n'a pas voulu entrer, se contentant d'attendre sur le parking. À l'intérieur, Anna avait meilleure mine que lors de notre dernière rencontre. Ses cheveux étaient coupés courts, elle portait des vêtements civils, plus la tenue d'hôpital. Elle m'a adressé un sourire timide en entrant. Tout était très encadré. Anna a longuement présenté ses excuses, nommant précisément ses actes et leurs conséquences, utilisant le vrai prénom de Nora à chaque fois. Quand elle a évoqué Emma, elle a parlé de sa fille décédée, sans les confondre. Les progrès étaient indéniables, mais dès qu'il fut question de l'avenir, des fragilités sont apparues. Anna a exprimé le souhait de pouvoir garder Nora un jour, de faire partie de sa vie. La thérapeute l'a ramenée à la réalité. Elle devait d'abord se concentrer sur sa propre guérison. Là, la mâchoire de Hannah s'est tendue, un éclair d'ancienne obsession dans les yeux, puis elle a acquiescé. Je suis repartie troublée. Anna allait mieux, mais son obsession restait tapie, dissimulée par les médicaments et la thérapie. La psychologue m'a assuré que c'était normal. Cette illusion lui avait servi de refuge face à une douleur impossible à porter. Y renoncer prendrait des années, si tant est que ce soit possible. De retour à la maison, j'ai découvert que David avait complètement réaménagé la chambre de Nora. Il avait déplacé les meubles pour brouiller les repères, installé une serrure à empreinte digitale. C'était peut-être extrême, mais au moins, on arrivait à dormir un peu mieux. Maman est allée voir Anna la semaine suivante et nous a parlé de ses progrès. Elle avait intégré un groupe de soutien au deuil pour mères ayant perdu un enfant, cette fois un vrai groupe, et y parlait d'Emma de manière appropriée, même si elle évoquait encore parfois Nora, ce qui inquiétait l'animatrice. Tiffany, elle, avait remarqué que Anna avait disparu d'Internet. Soit elle avait vraiment décroché, soit elle se montrait plus prudente. On essayait de rester prudemment optimiste, tout en gardant l'alarme et les caméras. 3 mois après le début du traitement, le médecin de Anna a évoqué une possible sortie en soins externes, sous conditions très strictes. Elle vivrait en foyer de réinsertion, suivrait une thérapie quotidienne, avec des contrôles réguliers. Au moindre écart, retour immédiat à l'hôpital. Il voulait avoir notre avis. David s'est opposé catégoriquement, inquiet pour la sécurité de Nora. J'étais partagée, entre l'envie d'accompagner Anna vers la guérison et celle de protéger ma fille avant tout. Maman pensait que Anna méritait une chance de retrouver une vie normale. Ce désaccord a accentué les tensions familiales. Après moult discussions, nous avons accepté une période d'essai, avec des règles très précises. Anna ne devait pas s'approcher à moins de 8 km de chez nous, aucun contact avec Nora sans l'accord du psychiatre, un point hebdomadaire avec son équipe de soins et, à la moindre tentative de rapprochement, une intervention immédiate. Le foyer était situé à 2 heures de route, suffisamment loin pour qu'on se sente en sécurité, mais assez proche pour que maman puisse venir la voir. Anna est arrivée avec 2 valises et un fil d'espoir. Elle a décroché un poste dans une librairie du quartier et a commencé à se reconstruire, loin de nous. Les 2 premières semaines, tout semblait aller dans le bon sens. Elle suivait sa thérapie, prenait correctement son traitement et respectait les règles. Puis elle a raté un rendez-vous et l'établissement a appelé immédiatement. On l'a retrouvée dans un parc, assise à regarder des enfants jouer. Elle n'avait parlé à personne, mais la règle était stricte. De retour à l'hôpital, l'état de Anna s'est rapidement détérioré. Après 3 jours sans traitement, ses délires sont revenus de plus belle. Elle était persuadée que le foyer lui interdisait tout contact avec sa fille et elle avait prévu de venir récupérer Nora, convaincue que nous l'attendions. Ce nouvel échec a anéanti maman, qui croyait sincèrement à des progrès. Face à la réalité que Anna ne guérirait peut-être jamais complètement, elle a dû, à contre-cœur, faire le deuil d'une fille toujours vivante, mais perdue pour la maladie. J'ai pris la difficile décision de demander une ordonnance d'éloignement. David me l'avait soufflé des mois plus tôt, mais j'avais refusé, convaincue que les soins suffiraient. Cette fois, il fallait protéger Nora légalement. Le juge a rapidement accédé à ma demande, au vu du dossier détaillé sur les agissements de Anna. Son avocate nous a ensuite contactés concernant la mesure, usant de mails sibyllins tout en ralliant des défenseurs acharnés de la cause des bébés à sauver. Anna transformait son parcours de soins en une sorte de roman d'espionnage, où, paradoxalement, tout le monde connaît déjà la fin. Elle s'est sentie trahie, incapable de comprendre pourquoi nous l'avions laissée seule. L'avocat, manifestement excédé par sa cliente, m'a confié qu'il avait tenté de lui expliquer, mais rien à faire. Pour Anna, ce n'était que temporaire, le temps de prouver qu'elle était bien la mère de Nora. Tiffany nous a aidés à instaurer de nouvelles habitudes, cette fois sans vivre dans la peur. Nous avons inscrit Nora dans une petite crèche choisie avec soin, aux sorties très encadrées. J'ai repris le travail à temps partiel, pour retrouver un semblant de normalité.
Peu à peu, la vie retrouvait son cours, même si l'ombre de Anna planait encore sur nous. 6 mois après l'ordonnance, Anna a retrouvé une certaine stabilité. Les médecins, cette fois, ont préconisé un traitement résidentiel longue durée, dans un centre spécialisé dans les troubles postpartum graves, avec des programmes pouvant durer plusieurs années. Cela signifiait que Anna ne ferait plus partie de notre quotidien, du moins pour un bon moment. C'est maman qui a accompagné Anna jusqu'au centre. Elle m'a dit l'avoir trouvée résignée, peut-être enfin consciente de la gravité de sa situation. Anna avait emporté les échographies d'Emma et un journal, mais aucune photo de Nora. Maman y a vu un petit progrès. Tous les mois, je recevais des nouvelles de l'équipe soignante. Les avancées étaient lentes, entrecoupées de rechutes marquées. Anna avait accepté la mort d'Emma sur le plan intellectuel, mais ne parvenait pas à l'intégrer émotionnellement. Il lui arrivait encore de demander après sa fille vivante, mais on arrivait à la ramener à la réalité grâce à la thérapie. David et moi, de notre côté, nous sommes recentrés sur notre famille. Nora est devenue une petite fille curieuse, vierge de tout souvenir de ses premiers traumatismes. Nous avons décidé de ne rien lui dire sur Hannah avant qu'elle ne soit bien plus grande. Pour l'instant, elle savait seulement que Tata Anna était malade et se faisait soigner loin d'ici. La première année s'est déroulée dans une stabilité fragile mais réelle. Anna poursuivait son traitement, avançant doucement. Elle avait commencé à écrire à maman, toujours sous surveillance, évitant d'évoquer Nora, mais demandant des nouvelles de nous tous. Maman nous transmettait quelques informations choisies. J'ai trouvé la paix dans la simplicité. Voir Nora marcher, sans regarder derrière elle, partager un repas en famille sans caméra, raconter une histoire du soir sans barricader les portes. L'hypervigilance s'est peu à peu transformée en simple inquiétude parentale. Nous étions sur la voie de la guérison. Pour l'anniversaire d'Emma, j'ai envoyé une carte à Anna via son équipe soignante, un geste pour honorer sa perte. Elle m'a remercié et m'a adressé un poème sur le deuil. Pas un mot sur Nora, ni sur ses délires, juste la douleur d'une mère ayant perdu sa fille. À l'approche des 2 ans de Nora, je ressentais un mélange d'émotions face à l'absence de Anna. C'était ma sœur, celle qui m'avait protégée enfant, mais aussi celle qui avait failli m'enlever ma propre fille. La thérapeute disait qu'accepter ces 2 vérités faisait partie du chemin vers la guérison. Nous avons fêté cet anniversaire, sobrement, entourés des proches. Maman a pris des photos, qu'elle espère montrer à Anna un jour. David a enfin pu se détendre et profiter de la fête. Nora a ri devant son gâteau, sans se douter de la complexité de son histoire. Le soir venu, je l'ai couchée dans son lit de grande, dans sa propre chambre. Pas de caméra, pas d'alarme, juste le rituel du coucher, comme toutes les familles. Avec David, nous sommes restés à la regarder dormir paisiblement. Nous avions traversé l'impensable, et, même meurtris, nous étions debout. L'ordonnance resterait en place pour longtemps. Le traitement de Anna durerait encore des années. Notre famille s'était reconstruite autour de la maladie et du deuil. Mais dans ce rare instant de calme, en regardant notre fille dormir en sécurité, j'ai ressenti ce qui m'avait le plus manqué. Une vraie sérénité. La vie n'a pas repris son cours d'avant, mais elle a trouvé une nouvelle forme. Nous avons appris à vivre avec l'incertitude, à saisir les petits bonheurs malgré tout. Anna reste une partie de notre histoire, de notre passé, mais elle ne guide plus notre avenir. Nous étions enfin libres. Merci d'être restés jusqu'au bout, d'avoir suivi tous ces rebondissements avec moi. Quel parcours mouvementé. Si vous êtes encore là, laissez-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir. J'adore vous lire.